Il était censé servir et protéger la population, mais au lieu de ça, il va se servir de femmes vulnérables et protéger ses arrières. Mais bientôt les masques vont tomber et ses crimes être révélés au grand jour. Aujourd'hui, la triste histoire de Daniel Holtzclaw. « 18 juin 2014. Il est 2h du matin quand Daniel Holtzclaw, un officier de police d'Oklahoma City, rentre chez lui au volant de sa voiture de patrouille. Il a éteint l'ordinateur et le GPS de son véhicule, ce qui est une violation de la procédure. Il traverse le nord-est d'Oklahoma City, une zone dangereuse au taux de criminalité particulièrement élevé, lorsqu'il croise la route de Janie Liggins, 57 ans, qui rentre chez elle au volant de son véhicule après être allé jouer aux cartes chez des amis. Daniel lui fait signe de s'arrêter. Alors Janie s'exécute. Il arrête son véhicule à son tour et se rend jusqu'à la voiture de Janie. Il lui explique qu'il lui a demandé de s'arrêter car elle conduisait de manière erratique. Il lui pose ensuite quelques questions sur un gobelet de Kool-Aid se trouvant dans son véhicule et lui demande si elle a bu de l'alcool. Elle répond que non. Il lui demande alors de sortir de son véhicule et de mettre ses mains sur le capot de sa voiture de patrouille afin de la fouiller. C'est à ce moment que ce qui semble être un simple contrôle de routine va virer au cauchemar. Daniel se met à se comporter de manière étrange. Il commence à caresser la pauvre Janie, puis il lui demande de baisser son pantalon et de soulever sa chemise afin de vérifier qu'elle ne dissimule pas d'armes sur elle. Elle refuse et le supplie de ne pas lui faire ça, mais il insiste. Alors morte de peur, elle a peur qu'il ne lui tire dessus, elle finit par s'exécuter. Daniel prend alors sa lampe torche et éclaire entre les jambes de Janie. Il se rince l'œil, mais ce n'est pas tout. Ensuite, il l'oblige à s'installer à l'arrière de sa voiture de patrouille et la force à lui faire une fellation. Une fois fini, comme il n'a aucune raison d'arrêter Janie, il la laisse partir. En marchant jusque son véhicule, Janie est terrorisée, elle a peur, encore une fois, que Daniel lui tire dans le dos. Mais une fois qu'elle est rentrée dans sa voiture, Daniel repart au volant de sa voiture de patrouille et rentre chez lui. Janie aussi rentre chez elle et elle se confie à sa famille. Elle se confie sur ce qui vient de lui arriver et 2 heures plus tard, encouragée par ses proches, elle se rend au commissariat pour porter plainte. Au commissariat, c'est la détective Kim Davis qui recueille son témoignage et elle la prend immédiatement au sérieux. Après tout, Janie n'a aucune raison de lui mentir. Elle n'essayait pas d'échapper à une amende ou à une arrestation et surtout, elle semblait véritablement terrifiée. Et dans la foulée, Janie subit un examen post-viol. L'inspectrice Davis se met alors immédiatement au travail. Elle repère les images de vidéosurveillance d'un bâtiment situé à proximité du lieu où le contrôle routier a été effectué. Sur ces images de qualité médiocre, on peut voir la voiture de patrouille de Daniel, feu allumé, garée derrière la voiture rouge de Janie. Et quelques heures plus tard, dans l'après-midi, l'officier Daniel Holtzclaw se présente sur son lieu de travail, le commissariat de police de Spring Lake, situé dans le nord-est d'Oklahoma City, afin de commencer son service. Et il est immédiatement interrogé par les détectives Kim Davis et Rocky Gregory. Lors de cet interrogatoire, Kim Davis lui explique qu'il peut garder le silence s'il le souhaite, mais qu'elle a des images de vidéosurveillance qui le placent sur les lieux du crime. Elle teste le suspect, lui demande si à son avis elle pourra voir sur la vidéo la poitrine de Janie ou la voir baisser son pantalon. Il lui répond que non. Elle lui demande ensuite s'il a touché Janie de manière inappropriée ou s'ils ont eu un rapport sexuel. Et une nouvelle fois, il lui répond que non. Elle finit par lui demander si Janie avait peur de lui et il admet qu'elle semblait avoir peur qu'il ne lui tire dessus. Cependant, il ajoute qu'il ne comprenait pas pourquoi. You have the right to remain silent. You understand that? Anything you say can and will be used against you in a court of law. Do you make traffic stops normally after work? I don't, but in that case, I saw her swerve and whatnot. I'm like, okay, I'm just off work, I'm tired. Get your license taken care of. Let's cut her loose. After that. Then where'd you go? I went straight home.
Après plus de 2 heures d'interrogatoire, Daniel est relevé de ses fonctions et son badge ainsi que son arme lui sont retirés. On lui prélève un échantillon d'ADN et on lui demande de se déshabiller et de donner son uniforme, qui était le même que celui qu'il portait la nuit du crime, afin qu'il soit envoyé dans un laboratoire pour analyse. Et à l'issue de cet interrogatoire, la détective Davis est persuadée de la culpabilité de Daniel, et elle est notamment surprise par son attitude. En effet, malgré le fait qu'il soit accusé d'un crime atroce, Daniel répond aux questions comme un robot sans émotion. Or, la plupart des gens qui auraient été accusés d'un tel crime auraient protesté avec véhémence, ce qui mène l'inspectrice Davis à penser que Janie n'est probablement pas la seule victime de Davis. Elle pense avoir affaire à un violeur en série. Après son interrogatoire, le véhicule de patrouille de Daniel est fouillé à la recherche d'éventuels indices, mais ça ne donne rien. Alors, changement de stratégie pour les détectives qui décident de réexaminer une affaire similaire ayant eu lieu récemment, c'est celle de Terry Morris, 43 ans, qui avait dit à la police avoir été arrêté le 8 mai 2014, soit le mois précédant l'agression de Janie. Selon elle, un policier non identifié avait fouillé son véhicule et trouvé une pipe à crack dans son sac. À la suite de cette découverte, le policier l'a fait monter dans son véhicule de patrouille et l'a conduit jusqu'à un endroit isolé, endroit où il l'a forcé à lui faire une fellation et à lui montrer ses parties intimes. Elle avait expliqué au policier lui avoir obéi car elle voulait qu'il la laisse tranquille. Et malheureusement, bien qu'elle ait déposé plainte, aucun lien n'avait été établi avec l'officier Holtzclaw à l'époque. Les détectives contactent alors Terry pour en savoir plus. Terry leur décrit le trajet que l'officier avait emprunté avec son véhicule de patrouille la nuit de l'agression. Selon les détectives, il correspondait en tout point à celui qui figure sur l'enregistrement du GPS de la voiture de patrouille de Daniel Holtzclaw, et les efforts des officiers finissent enfin par payer lorsqu'ils découvrent un ADN appartenant à une femme non identifiée à l'extérieur et à l'intérieur de la braguette du pantalon de Daniel. Et le problème de cet ADN, c'est qu'il n'appartient ni à la petite amie de Daniel, ni à Terry, et pas non plus à Janie. Alors la propriété pour l'agent Kim, c'est de trouver à qui appartient cet ADN, et elle en est certaine. Elle a affaire à un prédateur sexuel qui s'attaque à ceux qu'il a promis de servir et de protéger. Elle a l'intime conviction qu'il y a d'autres victimes perdues dans la nature qui, elles, n'ont pas osé se manifester de peur de ne pas être crues par les policiers. Elle étudie donc minutieusement tous les rapports rédigés par Daniel en se concentrant sur toutes les femmes afro-américaines qu'il a rencontrées lors de ses patrouilles, et plus spécialement celles avec des antécédents judiciaires que Daniel aurait pu considérer comme des proies faciles. Et elle va leur rendre visite une à une. Et c'est ainsi que les langues vont se délier. Elles sont soulagées que quelqu'un les croit enfin. Shardarian Hill, par exemple, lui explique avoir été arrêtée pour possession de drogue par Daniel en décembre 2013. Elle affirme que lors de son arrestation, elle a brisé son flacon de PCP dans sa bouche et que par conséquent, Daniel l'avait emmené à l'hôpital. Et une fois là-bas, il l'aurait selon elle forcé à lui faire une fellation alors qu'elle était menottée à un lit d'hôpital. Elle ajoute qu'après sa sortie de prison, il l'a demandé en ami sur Facebook et qu'il lui aurait fait des avances, ce qui bien évidemment est interdit. Selon elle, il était même venu jusque chez elle à plusieurs reprises pour lui demander d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et rapidement, le nombre de femmes l'accusant d'agression sexuelle augmente. Sherry Ellis, 39 ans par exemple, elle affirme qu'elle marchait seule le long de Highland Drive lorsqu'elle a été arrêtée par un officier de police qui circulait en voiture. Elle affirme qu'il a entré son nom dans l'ordinateur présent dans son véhicule et que c'est à ce moment qu'il a découvert qu'il y avait un mandat d'arrêt lancé contre elle à cause de multiples amendes impayées. Il l'a alors fouillée et en a profité pour passer ses mains sous ses vêtements, puis l'a fait monter dans son véhicule et l'a emmenée en voiture derrière une école abandonnée. C'est à cet endroit qu'il l'a fait descendre, l'a obligée à baisser son pantalon afin de l'agresser sexuellement.
Et une fois qu'il en a eu fini avec elle, il l'a relâchée. Tabitha Barnes, quant à elle, affirme avoir été touchée de manière inappropriée et harcelée par Daniel Holdsclaw. Mais ce n'est pas tout. Une certaine Adira Gardner va elle aussi témoigner. Elle était âgée de seulement 17 ans au moment des faits. Elle affirme avoir rencontré Daniel le 17 juin 2014 alors qu'il intervenait pour mettre fin à une dispute entre deux de ses amis. Plus tard, il l'a croisée alors qu'elle rentrait chez elle. Il l'a alors arrêtée pour un contrôle de routine et lorsqu'il a entré son nom dans son ordinateur, il a découvert qu'il y avait un mandat d'arrêt à l'encontre de la jeune fille. Daniel l'a alors menacée de l'arrêter si elle n'avait pas de relation sexuelle avec lui. Et pour ne pas finir en prison, elle a accepté. Il l'a donc emmenée chez elle, où elle vivait avec sa mère et l'a forcée à lui faire une fellation et à avoir des relations sexuelles avec lui dans la véranda de la maison familiale. Autre victime présumée, Kayla Lyles. Elle explique qu'elle était sortie faire un tour après une dispute avec son petit ami lorsqu'elle a été arrêtée par Daniel. Après avoir entré son nom dans son ordinateur, il a découvert qu'elle avait des mandats d'arrêt lancés contre elle et il lui a proposé de la raccompagner chez elle. Mais Kayla a refusé, mais il avait insisté et elle était donc montée dans son véhicule de patrouille. Il l'avait ensuite conduit derrière la même école abandonnée où il l'a forcé à lui faire une fellation avant de la violer. Et des témoignages comme ça, il y en a des dizaines. C'est au total 21 personnes qui vont accuser Daniel d'agression sexuelle. 20 femmes et un homme. Les officiers de police ont écarté 8 témoignages, les jugeant peu fiables. L'une d'entre elles, Shanice Barksdale, a même été poursuivie en justice pour avoir menti. Au final, ce sont 13 des 21 témoignages qui seront retenus contre l'officier Davis. En découvrant l'ampleur des agressions, la détective Davis est horrifiée. Daniel était tellement persuadé de ne pas se faire prendre qu'il n'a pas hésité à agresser sexuellement 3 femmes dans la même soirée et pendant son service qui plus est. Selon Kim, Daniel est un prédateur qui a usé de sa position et de son pouvoir pour s'attaquer à des femmes vulnérables, et d'ailleurs vous l'avez sans doute remarqué, mais il ne choisissait pas ses victimes au hasard. Elles étaient pour la plupart des femmes d'origine afro-américaine, souvent d'âge mûr, et son mode opératoire était toujours le même. Il vérifiait leur casier judiciaire, et si elles avaient été condamnées pour usage de drogue ou prostitution, alors il les prenait pour cible. Selon elle, Daniel considérait ces femmes comme des déchets et il était convaincu que personne ne les croirait si elles portaient plainte. Et pour ne rien arranger, on découvre que l'ADN retrouvé sur la braguette de son uniforme correspond à celui de la jeune Adira Gardner, souvenez-vous, la jeune fille de 17 ans. C'est tout naturellement que Daniel devient un paria, son chef considérant même cette affaire comme le pire cas d'abus d'autorité policière qu'il ait jamais vu en 37 ans de carrière. Il est arrêté en août 2014 alors qu'il se rendait à sa salle de gym. Sa caution était tout d'abord fixée à 5 millions de dollars, puis réduite à 500 000 dollars que Daniel réussira à payer, lui permettant ainsi de rester libre dans l'attente de son procès. Cette histoire sordide fait grand bruit. En apprenant ça, les parents de Daniel, qui sont tous deux également policiers, sont choqués par les accusations portées à l'encontre de leur fils. Ils sont persuadés que leur fils est innocent, jamais il n'aurait pu commettre de tels crimes. Selon son père Eric et sa mère Kumiko, Daniel a toujours été un gentil géant. D'après eux, c'est un homme ouvert et honnête avec de grandes ambitions. Au lycée, c'était une star du football américain et après avoir été diplômé du lycée en 2005, il avait intégré l'université de l'Est du Michigan où il avait obtenu un diplôme en justice pénale en 2010. Il avait même failli intégrer la NFL, mais comme son rêve de devenir footballeur professionnel ne s'était pas réalisé, c'était tout naturellement qu'il avait intégré la police comme papa et maman, rejoignant ainsi le département de police d'Oklahoma City. Ses parents étaient très fiers de lui, et même si ça ne faisait que 3 ans qu'il était dans la police, il aimait son métier et il aimait arrêter des criminels. Kerry Hunt, la petite amie de Daniel, âgée de 25 ans, qu'il avait rencontrée à la salle de gym, est du même avis que les parents.
Selon elle, Daniel est un homme très gentil et très doux, et c'est pour cette raison qu'elle le surnommait son grand nounours. Elle affirme avoir du mal à croire qu'il ait pu commettre de tels actes, car c'est un homme croyant qui se rendait chaque semaine à l'église. Et elle en veut pour preuve ce verset biblique qu'il s'est fait tatouer sur le bras. Pour elle, ça ne colle pas. Convaincus de son innocence, ses parents n'ont pas hésité à vider leur compte et à faire appel aux dons afin de financer la défense de leur fils. Le 2 novembre 2015 débute enfin le procès de Daniel. Il doit faire face à 36 chefs d'accusation, dont ceux d'agression sexuelle, d'agression, de sodomie orale forcée et de harcèlement. Et il plaide non coupable à chacun des 36 chefs d'accusation. Lors du procès, le procureur insiste sur le fait que, selon lui, les femmes qui accusent Daniel ont été interrogées avec soin par la police. Il affirme également avoir de nombreuses preuves circonstancielles en sa possession permettant de corroborer les témoignages des victimes, comme le GPS de la voiture de Daniel, qui leur a permis de placer Daniel à tous les endroits et dates et lieux où les victimes avaient affirmé avoir été agressées, ainsi que l'ADN de l'une des victimes sur la braguette, et j'en passe. Mais même s'il a de nombreuses preuves en sa possession, le procureur est bien conscient que la crédibilité des victimes pourrait facilement être mise en doute par la défense à cause des casiers judiciaires des victimes, et ne nous voilons pas la face aussi parce qu'elles sont pauvres et afro-américaines. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Au cours du procès, la défense va mettre en doute la crédibilité des 13 femmes en insistant sur leurs antécédents judiciaires. Un détective privé engagé par la famille de Daniel affirme même qu'on ne doit pas croire les victimes car la plupart d'entre elles avaient été arrêtées pour possession de drogue ou encore prostitution. Il ira même plus loin en disant que mentir est une seconde nature pour des femmes comme ça. Daniel, quant à lui, a affirmé que si toutes ces femmes l'ont accusé d'agression sexuelle, c'est parce qu'elles espéraient gagner de l'argent lors du procès civil. En effet, Janie et 11 autres femmes ont poursuivi en justice la ville d'Oklahoma City, réclamant ainsi des dommages et intérêts s'élevant à plusieurs millions de dollars. Selon elles, Daniel avait déjà été accusé de faits similaires par le passé, mais les autorités n'avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces agissements. Elles ont également demandé à ce que les policiers de la ville soient équipés de bodycam et qu'ils reçoivent une formation pour apprendre à prendre en charge correctement les victimes d'agressions sexuelles. D'après ses avocats, Daniel est victime d'une chasse aux sorcières et les policiers auraient poussé ces femmes à témoigner contre lui afin de le faire tomber. La preuve, selon eux, est cette vidéo dans laquelle ils accusent un policier d'insister auprès de Carla Raines afin qu'elle accuse Daniel de l'avoir obligé à lui montrer sa poitrine et de l'avoir agressé sexuellement, alors qu'elle avait nié les choses à 7 reprises. Have you ever come to any contact where an officer has been inappropriate? No. You ever had to expose yourself to them? No. But you wasn't asked if you had any drugs on you, anything like that, and you had to... Expose myself. Within the past year, I really can't really recall. Because I don't be on the streets no more. How did you get my name anyway on something like this? After 7 denials, Carla Raines changed her tune. So I had to raise my shirt up, raise my bra up, and shake it out. Then Raines says this. I hope I helped you, but... You did. So this is good evidence? Well, you tell me. I think so, because I mean, y'all, even if he didn't even rape nobody. L'inspectrice Kim Davis a bien évidemment réfuté ces accusations et expliqué que les victimes ne s'étaient pas manifestées d'elles-mêmes pour la bonne et simple raison que la plupart d'entre elles étaient des prostituées ou des toxicomanes au casier judiciaire chargé qui pensaient que personne ne les croirait. Elle ajoute que le 18 juin 2014, lorsque Daniel a arrêté Janie, il l'avait probablement pris pour une prostituée ou une toxicomane. Et il a ainsi pensé à tort qu'elle ne porterait jamais plainte ou que si elle le faisait, personne ne la croirait. Or il a fait une grave erreur car Janie n'était pas comme ses autres victimes. Cette mère de 4 enfants et grand-mère de 12 petits-enfants employés dans une garderie n'était pas pauvre et elle n'avait pas de casier judiciaire et elle l'était encore moins toxicomane
ou prostituée. Et Kim Davis en est convaincue, c'est grâce à Janie que la police a pu découvrir toutes les autres victimes et révéler cette affaire au grand jour. Toujours lors du procès, la défense insiste sur le fait que le GPS du véhicule de patrouille de Daniel ne fonctionnait pas toujours très bien et qu'il pouvait y avoir jusqu'à 365 mètres d'erreur. Selon eux, le GPS prouve seulement que Daniel a été en contact avec ces femmes, mais absolument pas qu'il les a agressées. Et le détective privé engagé par la famille de Daniel affirmera même que se baser sur ce genre de preuves est ridicule, car dans ces cas-là, n'importe quelle personne qui se ferait contrôler par un policier pourrait l'accuser d'agression sexuelle. La défense a également affirmé qu'on avait présenté à plusieurs des plaignantes plusieurs photos d'hommes, parmi lesquelles se trouvait la photo de Daniel, et qu'aucune d'entre elles n'avait pu le reconnaître. Ils ont ajouté qu'en plus de ça, les témoignages de ces femmes comportaient de nombreuses incohérences et que lors de leurs interrogatoires, plusieurs d'entre elles n'ont pas pu donner une description précise de Daniel. Et en effet, par exemple, lorsque les policiers ont demandé à Carla Rains de décrire Daniel, elle l'a décrit comme un homme à la peau marron clair d'une 30aine d'années, ce qui n'est absolument pas le cas. Sherry Eilis, qui accuse Daniel de l'avoir forcé à lui faire une fellation et de l'avoir violé, quant à elle, l'a décrit comme un homme noir. Tell me your description of him. He's black. He's okay. Black male. How tall could you tell? 5'11". Et Janie, quant à elle, a dit à la police qu'il avait les cheveux blonds et qu'il avait des problèmes de peau au niveau du visage, ce qui n'est pas le cas de l'agent Holtzclaw. L'inspectrice Kim Davis explique que si certaines d'entre elles n'ont pas pu décrire correctement Daniel, c'est parce qu'elles étaient particulièrement traumatisées par leurs agressions sexuelles. Elle ajoute que Janie lui a expliqué ne pas vraiment avoir regardé le visage de Daniel, ou ni le nom qui était inscrit sur son badge lors de son agression, car elle avait peur qu'il ne la tue. Elle ajoute aussi que même si Janie n'a pas pu décrire la couleur de cheveux de Daniel, elle a pu décrire avec précision son véhicule de patrouille, ce qui est un détail particulièrement important. En effet, à l'époque de son agression, la police d'Oklahoma était en train de changer tous les véhicules de patrouille noirs et blancs par des véhicules noirs, et Daniel était l'un des rares policiers à l'époque à conduire une voiture de patrouille noire. Interrogé par les journalistes, Daniel Holtzclaw a réponse à tout. Il a par exemple expliqué ne pas avoir respecté la procédure en demandant Chardarier Hill son ami sur Facebook et en l'appelant et en se rendant également à son domicile, mais il explique que c'était tout simplement parce qu'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Et il voulait lui dire de rester en dehors des problèmes. Bien évidemment, l'ADN est au centre du procès selon les avocats de Daniel. L'histoire de Janie ne tient pas la route car aucune empreinte lui appartenant n'a été retrouvée sur le capot du véhicule de patrouille. Il ajoute également que l'ADN de Daniel n'a pas été retrouvé sur Janie lors de son examen gynécologique. Le procureur base lui son dossier sur l'ADN d'Adira Gardner retrouvé sur la braguette du pantalon de Daniel, qui selon lui est la preuve la plus solide qu'il ait en sa possession. Il affirme que l'ADN retrouvé sur le pantalon de Daniel provenait de sécrétions vaginales. Ce que la défense réfute, affirmant qu'à leur connaissance, il n'y a aucun test ADN qui permet de déterminer si de l'ADN provient bien de sécrétions vaginales ou d'ailleurs. Et les avocats de la défense justifient la présence de cet ADN. Pour eux, il s'agit d'un ADN de contact. Ils expliquent que lorsque Daniel fouille une jeune femme, il fouille automatiquement son sac à main où se trouvent bien souvent ses effets personnels, touchant ainsi des objets comme leur brosse à cheveux, par exemple, où se trouve leur ADN. L'ADN se transfère alors sur ses mains, et ensuite ce même ADN s'est déposé sur sa braguette quand il est allé aux toilettes ou quand il s'est déshabillé. Ils ajoutent que Daniel n'a pas agressé sexuellement Adira, en se basant sur un audio d'une conversation entre la détective Davis et la mère de la jeune femme, et dans cet audio, on peut entendre la mère d'Adira dire à l'inspectrice que sa fille lui avait dit avoir rencontré un policier gentil et très sexy qui lui avait donné son numéro et qui l'avait invité à sortir. What did your daughter tell you? She said, I met this really hot cop. He told me I had a couple warrants, but he said, don't worry about it.
give me his number and we're gonna go out on dates. She was really nice and he was sexy. Le procès de Daniel étant très médiatisé, de nombreuses personnes sont venues manifester jusque devant le tribunal pour le traiter de raciste et réclamer qu'il soit condamné à la prison à vie. Les avocats de Daniel s'en étaient d'ailleurs plaints auprès du juge car ils considéraient que ces manifestants pouvaient potentiellement influer sur la décision des jurés. Le juge avait alors demandé aux jurés de ne pas faire attention aux manifestants, mais selon la défense, ce n'était pas suffisant. Le jury avait d'ailleurs fait polémique car à l'époque, il était composé de 8 hommes et de 4 femmes, tous blancs. Mais ce n'est pas la seule polémique, en effet l'un des témoins, Tabitha Barnes, avait obtenu l'autorisation du juge de témoigner lors du procès alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool et qu'elle avait été testée positive au PCP et à d'autres drogues. Le procès durera 6 semaines et les délibérations du jury, elles, 4 jours. Selon l'un des jurés, les discussions étaient passionnées et intenses. Il avoue que comme une grande partie de la population d'Oklahoma City, la plupart d'entre eux avait du mal à croire qu'autant de femmes puissent mentir et raconter la même histoire. Il insiste cependant sur le fait qu'ils ont étudié chaque chef d'accusation avec soin et qu'ils ont pris leur décision de manière impartiale. Il ajoute que même si le bruit lié aux manifestations dans la rue les dérangeait, ça n'a eu aucun impact sur leur décision. Coïncidence troublante, le verdict est tombé le jour du 29e anniversaire de Daniel. Et nombreux étaient les manifestants à chanter « Joyeux anniversaire » à l'extérieur du tribunal. Le 10 décembre 2016, il a été condamné à 263 années de prison et a été reconnu coupable de 18 des 36 chefs d'accusation. À l'entente du verdict, les manifestants étaient fous de joie quant à Daniel. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à trembler et a fondu en larmes, comme un enfant. Il ne cessait de dire qu'il n'avait pas commis les crimes dont on l'accusait. Janie Liggins s'est sentie soulagée par cette condamnation et a affirmé que la détective Davis était une héroïne. Et la détective Davis a quant à elle affirmé que l'héroïne, c'est Janie, car sans elle, rien n'aurait été possible et Daniel aurait probablement fait bien plus de victimes. Le 20 janvier 2016, l'avocat de Holtzclaw a demandé un nouveau procès car il considérait que le procureur n'avait pas divulgué toutes les preuves en sa possession à la défense, mais sa demande a été immédiatement rejetée par le juge. Le 1er août 2019, Holtzclaw s'est vu refuser un appel par la Cour pénale de l'Oklahoma. Il passera donc sa vie en prison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, d'autant plus que cette vidéo n'est pas sortie à l'horaire habituel. On va voir qui a activé la cloche de notification. Excusez-nous pour la semaine dernière, on essaiera à la rigueur de rattraper cette vidéo que nous n'avons pas postée. N'hésitez pas comme toujours à nous suivre sur notre compte Instagram et à nous soutenir sur notre page Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.